Bonjour à tous. Alors, désolé de ne pas pouvoir être là en vrai, mais je vais tout de même essayer de vous parler des applications de l'IA en santé animale, d'un point de vue plutôt global. Nick, je crois que tu reviendras sur les points plus précis juste après. Déjà, la question à se poser, quel est le potentiel de l'IA et quels sont les besoins du vétérinaire et surtout où est-ce qu'ils peuvent se retrouver? Ce que l'IA peut apporter, c'est en tout premier lieu de récolter, transformer des données et les transformer en informations et les mettre à disposition du vétérinaire. Ça veut dire permettre de détecter des processus physiologiques, mesurer, enregistrer ces processus physiologiques et en faire une synthèse. Il y a beaucoup de choses qui sont enregistrées ou mesurées simultanément, l'esprit humain ne va pas être capable d'en tirer des conséquences simplement, mais en tout cas de mettre à disposition du vétérinaire des scorings ou des systèmes d'interprétation plus simples que le fait d'avoir 500 variables à regarder toutes une à une. Un autre aspect, et ça, ce sont les aspects autour de l'animal. Dans tout cela, j'inclus tout ce qui est analyse de son, tout ce qui pourrait être, on peut imaginer les analyses de CG, on peut imaginer bien entendu tout ce qui est analyse d'image, comme tout ce qui est radio, cytologie, qui sont des choses qui se développent de plus en plus. Mais en plus, en parallèle de ces aspects-là, il y a tout ce qui consiste à fluidifier la communication au sein de l'équipe vétérinaire, fluidifier la communication de l'équipe vétérinaire vis-à-vis du client pour donner des conseils, des informations aux pet parents, et ainsi de suite. Donc là, ce sont des points qui peuvent être traités à travers des chatbots. Et ensuite, on a un autre aspect qui est celui de la formation. Une formation adaptée qui va s'adapter aux besoins spécifiques de chacun. Et là, il y a un potentiel qui est énorme et Dieu sait que les vétérinaires ont des connaissances qui sont très larges, très étendues, qu'ils ont besoin de mettre à jour régulièrement et on ne peut pas prétendre être parfait sur tous les points. Si jamais une intelligence artificielle peut détecter quels sont les points de faiblesse et proposer des modules de formation adaptés pour combler ces points de faiblesse, là je pense qu'il y a des choses formidables à faire. Dans la vraie vie, c'est bien beau de parler de ces choses-là. Alors, Annick reviendra sur des choses beaucoup plus pratiques que moi, mais là, je vais rester très, très global. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont à portée de clic, ou presque, qui sont en développement ou en fin de développement, des choses qui sont très très prometteuses, et surtout, elles sont simples d'utilisation. Le vétérinaire n'aura pas besoin de devenir un expert en intelligence artificielle, ni même forcément un expert ou un ingénieur en prompting pour interroger un ChatGPT-like ou quelque chose comme ça. Mais il y aura des interfaces qui seront dédiées au vétérinaire et à son mode de fonctionnement. Toutefois, une intelligence artificielle, c'est un outil. Un outil dans le monde de la santé, ça nécessite une validation. Et la validation des IA, la validation de ces systèmes sera forcément complexe. Elle l'est déjà, hein, elle est déjà très très complexe. Sur l'expérience dont je peux vous parler, qui est l'expérience ZAG, le plus gros de notre temps était des temps passés à valider, à vérifier que le système ne racontait pas trop de bêtises ou ne racontait pas de bêtises. Et il faut pas oublier également que, en termes d'utilisation d'IA et de dispositifs médicaux, dans le monde vétérinaire, il n'y a pas de certification. Donc là, on a un gros souci qui est aussi un risque d'entamer la crédibilité. Mais là, on touche à un autre problème, c'est tout ce qui est difficulté autour de l'IA. Le premier problème des difficultés autour de l'IA, c'est que les IA vont nous donner des éléments nouveaux. Ils vont pouvoir détecter des anormalités, par exemple. Ça, par exemple, cet ensemble de 72 variables présente un aspect qui est non classique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, le praticien va reprendre les variables une à une et ne va pas voir de choses formidables, ne va pas savoir les interpréter. Mais ça veut dire que c'est comme tout nouvel outil, il va falloir réussir à créer les systèmes de validation, donc comme la courbe ROC que j'ai repris là, qui vont permettre de déterminer des seuils de sensibilité, spécificité, et revenir à des choses qui sont très simples et très classiques, donc des valeurs prédictives et positives. Ceci, ça peut vouloir dire que telle affection est en train de se préparer à tel pourcentage.
On a une crédibilité qui est de temps. Pourquoi? Parce que la valeur prédictive positive est de temps. C'est un gros travail et c'est pour ça aussi que le développement des intelligences artificielles et des systèmes basés sur les intelligences artificielles sont très longs, très coûteux et très complexes. On a parlé également des problèmes, des soucis d'apprentissage. Est-ce que la faille est un point critique pour le fonctionnement du vétérinaire? Est-ce que le fait de ne pas savoir ça est quelque chose qui est très important? Ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement, est juste un point de détail, mais qui ne va pas affecter la qualité du travail du vétérinaire? Et donc en gros, finalement, la question est de hiérarchiser les 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 apprentissages quand il y a plusieurs failles. Donc là, ce sont des aussi l'adéquation des apprentissages à la qualité du travail du vétérinaire. Quel est l'intérêt d'apprendre que la protéine X, Y, machin, je ne sais quoi, a une conformation bêta et une conformation gamma dans tel cas? Pour le praticien, le clinicien, c'est très très rare que ça ait une signification. Et puis, une autre difficulté qui va avec toutes ces histoires de crédibilité, ça va être tout ce qui est réglementation. La réglementation, c'est quand même c'est quand même tout ce qui est les aspects réglementaires sont quand même les garants du fonctionnement de notre système. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. On ne peut pas se soustraire à la loi. On a des obligations, on a des interdictions, et si jamais la réglementation nous interdit d'utiliser un outil qui est basé sur du digital ou de l'IA, là j'ai pris l'exemple de Kemo, qui fait l'objet d'une tolérance, et ça c'est encore un point gris un peu particulier, mais apparemment, mais qui fait l'objet d'une tolérance par l'administration, mais qui ne fait pas l'objet d'une autorisation. Et ça, ce sont des points critiques. On parle de réglementer et de limiter l'IA par des lois, euh, ça risque de freiner beaucoup de choses. C'est très bien de réglementer, c'est très bien de contrôler, mais il faut faire très attention de ne pas tuer dans l'œuf des technologies qui peuvent amener des choses et faire avancer des domaines tels que le nôtre. Bien entendu, de nouveaux outils, ce sont des nouveaux challenges. De nouveaux outils, il va falloir qu'on apprenne à les manipuler, à les interpréter, et ça va impliquer une évolution de la profession, une évolution aussi du travail de tous les jours. Mais ça veut dire aussi que c'est une réponse à la société et à l'environnement, puisque l'environnement, lui, a changé et prend à bras le corps les nouvelles technologies et l'IA. Le monde bouge. Là, on peut citer la devise du Nautilus de Jules Verne. Il faut que notre profession soit mobile dans l'élément mobile, mobilis in mobile. Ah, au fait, aussi, il y a un truc tout bête, c'est que il y a une jurisprudence de 1936 en médecine humaine sur l'obligation de moyens. Cette fameuse obligation de moyens à laquelle on est soumis à défaut de l'obligation de résultat. C'est-à-dire que le praticien s'engage seulement à donner des soins non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs, conformes aux données acquises par la science. Ça veut dire aussi qu'il faut se tenir au courant, se tenir informé de où en est la science et quels sont les soins les plus en pointe, quels sont les soins qui sont validés par les collèges d'experts. Et c'est là aussi où les outils digitaux et l'intelligence artificielle prennent toute leur place. Je finirai par reprendre où en est le vétérinaire. Le vétérinaire, il ne faut pas oublier que c'est un omnipraticien. Le généraliste fait de tout. Il est capable de faire de la chirurgie, il est capable de faire du conseil, il est capable de faire du comportement. Parfois pas à des niveaux très très élevés, mais il fait un peu de tout. Et surtout, il doit être infaillible, ou presque. Vraiment, bah, pas tant que ça. Il y a une thèse très intéressante sur les erreurs médicales en pratique vétérinaire des animaux de compagnie, qui, entre autres points intéressants, euh, reprend en introduction une question toute bête, comment être un bon vétérinaire? Ça, c'est quelque chose qu'on s'est tous posé, mais aussi qui analyse certains points, et notamment, ce qui est intéressant, c'est de voir que les erreurs au quotidien et les erreurs marquantes, d'une part, ne sont pas les mêmes. Les erreurs quotidiennes, que ce soit pour les vétérinaires ou les auxiliaires,
peuvent être jusqu'à 25% des problèmes d'administration, des problèmes de transmission d'informations, des problèmes de dossiers. Donc tout ça, ce sont des choses que des outils tels que l'IA peuvent aider énormément à faire avancer. Et dans tout le reste, dans tout ce qui est traitement, dans tout ce qui est soins et hospitalisation, là aussi, il y a des choses à faire. Donc voilà. Je vous remercie. Donc aujourd'hui, il nous a semblé important, en bâtissant avec toute l'équipe VetInTech, en bâtissant ce programme, de faire en introduction de la journée un bilan sur l'émergence de l'intelligence artificielle et ce que peut ou pas apporter cette intelligence artificielle et toutes ces solutions, que ce soit en santé humaine ou en santé animale. Il nous a semblé intéressant de faire un petit peu de théorie, mais je ne pense pas que ça soit l'essentiel. Ce qui est important aujourd'hui, c'est ce que cette intelligence artificielle peut nous apporter, nous spécialistes de la santé animale ou nous vétérinaires. Quels sont les changements que tout ça peut apporter et comment faut-il aujourd'hui réagir à cette émergence. Pour cela, il est important de faire, et je remercie Franck, mais d'ailleurs on peut aussi remercier beaucoup Rémi d'avoir mis en exergue l'importance de la qualité des données, l'importance en fait de la véracité ou de la fiabilité des données. Et pour ne pas m'embarquer dans des choses qui pourraient ne pas être fiables, j'ai choisi de ne vous présenter que des exemples d'usage qui sont des exemples venant d'équipes, je dirais, connues, renommées dans ce domaine-là et qui ont été publiées. Donc ça, je pense que c'était important. La question qui se pose, et vous l'avez bien compris, c'est, on l'a dit plusieurs fois, que peut apporter l'intelligence artificielle au monde de la santé animale et en particulier aux vétérinaires. Mais on peut aussi poser la question de façon différente. Que peuvent apporter les vétérinaires à l'intelligence artificielle et à la qualité de cette intelligence artificielle et à ses usages? Je crois qu'il faut réfléchir à ces deux problèmes. Alors, trois questions quand on parle d'un usage, quel qu'il soit, hein, d'une solution. C'était valable aussi pour les objets connectés et on en a beaucoup parlé, nous VetInTech. Pour la santé des animaux, l'intelligence artificielle et toutes ces solutions sont-elles utiles ? Y a-t-il un besoin ? Est-ce que ces solutions remplacent une solution qui existait mais qui était satisfaisante, sans beaucoup d'avantages, ou est-ce que ce sont véritablement, je dirais, des outils disruptifs et un vrai progrès pour la santé des animaux? Est-ce que c'est utilisable? Est-ce que ça ne sort pas je dirais, d'un savant cosinus qui vit dans son monde sur son petit nuage et qui n'a aucune notion de ce qui se passe sur notre terre, sur le plancher des vaches? Et après, dernier point qui est aussi extrêmement important, est-ce que c'est utilisé? Ça peut être utilisable, mais personne ne l'utilise pour différentes raisons, parce que ça ne fonctionne pas bien, que c'est trop cher, que c'est pas accessible, etc. Enfin, donc les trois questions fondamentales devant toute solution sont celles-ci, mais il y en a d'autres. Et là, j'en ai listé 4. La fiabilité, on en a déjà parlé. Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on a des outils aujourd'hui pour nous permettre de mesurer cette fiabilité? Est-ce que ces données, dans un contexte donné, sont extrapolables? On peut parler de l'extrapolation d'une race à une autre, d'une espèce à une autre, ou même d'extrapolation géographique. Beaucoup de données ou d'études qui sont faites aux États-Unis qui, aujourd'hui, ne sont peut-être pas ou ne sont pas extrapolables à l'Europe. C'est important. En humaine, on a déjà vu un certain nombre d'échecs de solutions, en particulier IBM Watson, où la sélection des données faisait que les données avaient été faites auprès d'un hôpital sur certains patients. Ces données n'étaient absolument pas extrapolables à l'ensemble des patients. Et puis, dernier point très important, on a parlé de l'éthique. Et là, il y a vraiment des questions à se poser. Et ça, c'est très probablement aux vétérinaires de prendre le problème à bras-le-corps. Et puis, bien sûr, non négligeable, les risques pour les animaux,
pour leurs propriétaires et pour nous, vétérinaires, qui seront amenés à mettre en place ces solutions. Alors, aujourd'hui, c'est simple, quand on pose une question. Moi, je fais partie des 500 millions d'utilisateurs de ChatGPT. Je ne me réveille pas la nuit pour faire du ChatGPT. Je ne pose pas toutes les questions possibles et imaginables. Mais je me suis dit, tiens, devant ma feuille blanche, je vais voir ce que ChatGPT dirait sur ce sujet. Ce serait quand même plus simple, ça me simplifie un peu la vie. Alors, j'ai interrogé ChatGPT. Et j'ai commencé pour essayer de valider un peu ChatGPT. ChatGPT, est-ce que tu connais VetInTech ? Alors, ChatGPT connaît VetInTech. Bon, c'est sympathique, hein, c'est plutôt agréable pour nous. Mais ChatGPT, en fait, je ne vais pas vous lire tout ça, mais vous pouvez éventuellement le déchiffrer. ChatGPT nous connaît, je dirais, il connaît plein de généralités sur VetInTech. En fait, il a rassemblé un petit peu tout ce qu'on trouve sur Internet sur VetInTech. Donc, plein de généralités. C'est assez banal, mais il n'y a rien de précis. Donc, ChatGPT est incapable de donner Numanima, le CES, le prix TES, etc. Donc, c'est globalement exact, vrai, mais précisément pas top. Donc, voilà ce que fait ChatGPT. Bon, j'ai poussé les choses un tout petit peu plus loin, et là, c'est pour le fun, et je vous propose de faire tous la même chose. Est-ce que ChatGPT me connaît ? Ben non, ChatGPT ne me connaît pas. Bon, ça ne m'a pas empêché de vivre. C'est pas grave. J'ai été un tout petit peu plus loin. Et là, la question, je vais carrément poser en français. Est-ce qu'il y a des usages de l'intelligence artificielle en santé animale ? Ben là, on retrouve la même chose. Plein de généralités. Je ne vais pas dire que c'est banal, ce n'est pas faux. Mais aucun exemple précis. Donc là encore, ChatGPT n'a pas fait mon boulot et ne m'a pas permis d'appuyer sur un bouton pour avoir toutes mes slides à vous présenter cet après-midi. Donc, j'ai une solution, je m'y suis mise et je vais donc vous présenter le fruit de mes cogitations des derniers jours. Alors, pour changer un petit peu et ne pas parler trop de technique, d'abord, c'est pas mon truc, hein, je vais essayer de rendre les choses les plus pratiques possibles, les plus pragmatiques. Et comme on l'a fait pour les objets connectés, je vais me servir de l'usage pour classer un petit peu toutes ces solutions, quel que soit, je dirais, le moteur, la machine qui est derrière. Et j'ai en fait réparti tout ça en 3 grandes catégories. Les aides au diagnostic, les aides à la prédiction, donc les modèles prédictifs, et puis les aides à la surveillance, en particulier la surveillance à distance. Donc voilà les 3 thèmes qu'on va aborder ensemble. Et malheureusement, parce qu'on ne va pas y passer toute la journée, je n'aurai pas le temps de vous parler de sujets super intéressants qui ont été d'ailleurs bien évoqués par Amy tout à l'heure. L'aide au développement de nouveaux médicaments, l'aide à l'élaboration et au suivi des essais cliniques. Ça fait gagner un temps fou, l'intelligence artificielle, en sélectionnant les bonnes populations et en les suivant, je dirais, à la trace. Le suivi de l'épidémiologie, l'extension d'une pathologie peut très facilement être suivie à la fois par les satellites, par des drones, par des données climatiques et par les dossiers des vétos qui suivent ça. Donc ça, c'est une mine d'or. Si on rassemble tout ça avec l'intelligence artificielle et des algorithmes, ça fait faire des gros progrès. Les robots chirurgicaux, ça arrive en médecine vétérinaire. Tout ce qui est langage to texte, hein, donc les prises de notes et la transformation, en fait, la transformation du langage en notes. Il y a des solutions, en particulier en anglais, aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, qui permettent je dirais, de transformer les échanges pendant une consultation en texte et de rédiger un compte-rendu à la suite de ça. VoiceBot, robot conversationnel, on en a déjà parlé aussi, et puis je vous propose d'assister à l'atelier de Marion. La création de jumeaux numériques, pareil, avant une intervention, hein, très très utile. Ça arrive aussi dans le monde vétérinaire. Et puis les chatbots, en particulier ChatGPT, création de texte, réponse à des questions et création d'images. Alors, commençons par l'aide au diagnostic, peut-être la partie la plus développée aujourd'hui, sur laquelle il existe déjà des bons modèles.
Bon, je ne vais pas m'appesantir sur la lecture de radio, hein. On a la chance, nous, en France, avec Picoxia, d'avoir, je dirais, un des 3 grands acteurs avec Vétologie et Signalpet, 3 grands acteurs mondiaux, hein, de l'interprétation des radios. Et je vous invite tout simplement, je ne vais pas commenter ça, à aller et à participer à l'atelier qui est animé sur les lectures de radio, hein. Je pense que Clément Potin est dans la salle et il sera ravi de vous accueillir et de vous raconter tout ça. Donc voilà ce qui aujourd'hui est utile, qui est utilisable et qui est déjà largement utilisé dans les cliniques vétérinaires françaises. Analyse d'image, là aussi, on est sur quelque chose qui existe, qui est utile et qui commence à être bien utilisé dans les cliniques vétérinaires en France. On est sur un outil qui a été développé et qui est mis sur le marché par Zoetis, qui permet en fait une lecture des lames, hein, tout simplement une interprétation, numération, formule, une interprétation d'écoprologie chez le chien et chez le chat, et puis aussi, en fait, en scannant ces images et en les envoyant à des spécialistes, d'avoir, je dirais, une télé-expertise, donc une expertise à distance ou un diagnostic à distance à partir des lames. Pour ceux qui étaient à la VAC l'année dernière, vous avez probablement vu cet outil sur le stand de Zoetis. Donc là aussi, quelque chose qui est utile, utilisable et utilisé. Là, on est un petit peu plus, je dirais, dans quelque chose qui est en train d'arriver. D'abord, en médecine vétérinaire, on est loin d'être tous équipés d'IRM, quelque chose qui arrive peu à peu. Mais, donc là aussi, comme on lit des radios, on va lire des IRM et ça va permettre d'améliorer de façon spectaculaire. J'ai pris un exemple qui est publié de diagnostic. Est-ce un méningiome ou un gliome? La réponse, c'est l'intelligence artificielle qui va la donner et qui la donnera bien mieux que toute personne n'ayant pas 15 ans ou 30 ans d'expérience dans le domaine. Dernier point, et là on change d'espèce et on est sur tout simplement une application que vous pouvez tout à fait télécharger, hein, et en prenant la photo d'un œil d'un cheval, on a un diagnostic différentiel d'une pathologie de l'œil du cheval, et en particulier, y a-t-il ou pas uvéite? Et ça, on télécharge l'application, on prend la photo et on a le diagnostic. C'est super, c'est facile, c'est téléchargeable. C'est une jeune véto allemande qui a mis ça au point. Et vous voyez un petit peu l'étendue, je dirais, et je resterai sur ces exemples, l'étendue de ce qu'on peut faire en faisant de l'interprétation d'images, images qu'on prend avec son smartphone qu'on a dans la poche. Là, on est sur quelque chose qui me semble important parce que la lepto, c'est quand même quelque chose qu'on voit de façon assez courante aujourd'hui en France, hein. Et la lepto, diagnostic sérologique, ça prend un certain temps. On n'a pas la réponse tout de suite. Et en fait, en moulinant avec des algorithmes de machine learning, on a pu se rendre compte que certaines variables, à la fois sanguines ou des constantes biochimiques, et certaines constantes urinaires permettent, dès le premier jour et dès les premiers signes, avec, vous voyez, une sensibilité, une spécificité qui sont plutôt bonnes, de poser le diagnostic de leptospirose. Donc là, il y a un vrai gain de temps et il y a un vrai gain de chance pour l'animal, puisque dès le premier jour, avec ce modèle prédictif, on va pouvoir dire c'est une lepto et on va pouvoir traiter sans attendre les résultats de la sérologie qui, malheureusement, font perdre beaucoup de temps. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est quelque chose qui avance bien et qui permet de faire des gros progrès dans ce domaine-là. Alors, passons à l'aide au diagnostic et passons donc à l'aide à la décision thérapeutique. Et là, je voudrais vous dire quelques mots avant que vous participiez
je l'espère, à l'atelier qu'il y est consacré. Zag, c'est plutôt un algorithme qu'une intelligence artificielle qui va permettre, en fait, à partir des commémoratifs de la race, l'espèce du chien, de son origine, des voyages qu'il a fait auparavant, etc., d'avoir des hypothèses de diagnostic, de proposer une conduite à tenir, de proposer un pronostic et de fournir de la bibliographie et toute une série de documents autour de ces hypothèses diagnostiques. Là aussi, donc, il s'agit d'une vraie aide à la décision dans le but de poser un diagnostic. Ça ne pose pas le diagnostic, ça propose des solutions, des hypothèses de diagnostic. Alors, il y a quelque chose qui est important, qu'il faut toujours avoir en tête, moi, qui me sidère, c'est ce que je vous ai mis en haut, hein. Il fallait, pour doubler ses connaissances médicales, ou les connaissances médicales doublaient dans les années 50 en 50 ans. Dans les années 80, il fallait 7 ans pour que ces données doublent. Actuellement, on pense qu'en 72 jours, les données doublent. Donc ça va de plus en plus vite. Il est absolument impossible de tout connaître, de tout savoir, d'avoir la biblio, de tout. Il faut que ça soit la machine qui nous aide et que la machine puisse, je dirais, ingurgiter tout ça et le régurgiter à la demande. Donc on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans l'aide de ces machines savantes. Donc, je vous propose d'aller voir l'atelier Zag et l'atelier qui est l'atelier commun avec VTED, qui est une solution aussi d'aide au diagnostic pour les bovins. Dans l'aide à la prédiction, quelque chose qui nous a beaucoup intéressé, Grégory et moi, qu'on a vu pour la première fois aux États-Unis à College Station en 2019, et là, c'était la première fois qu'on voyait ce genre de choses. En fait, c'est un outil prédictif qui permet, en fait, de savoir si, dans les 2 ans, un chat va présenter une insuffisance rénale. Bon, l'insuffisance rénale chez le chat, elle est quand même assez courante. Et donc, les auteurs de cette étude ont fait une étude rétrospective à partir de tous les dossiers médicaux des cliniques Banfield. Hein, il y en a un certain nombre aux États-Unis. Donc, ils ont repris les dossiers sur 20 ans et ils ont regardé un petit peu tout ce qu'ils ont regardé, à la fois l'incidence de l'insuffisance rénale chronique, mais ils avaient aussi tout le dossier avec toutes les constantes. Et parmi ces constantes, ils ont cherché à faire sortir les constantes qui étaient corrélées à l'arrivée de cette insuffisance rénale chronique. Et ils ont pu montrer qu'avec tout simplement 4 critères, on arrivait à prédire l'arrivée d'une insuffisance rénale chronique ou la non-arrivée d'une insuffisance rénale chronique. Donc ces 4 paramètres sont assez simples, hein, urée, créatinine, la densité urinaire et l'âge du chat. Avec ces 4 paramètres, on peut prédire aujourd'hui qu'un chat va ou non développer une insuffisance rénale chronique dans les 2 ans. Cette solution est aujourd'hui développée et commercialisée par une société qui s'appelle Antech, qui fait partie du groupe Mars, hein, aux États-Unis. C'est une société d'origine anglaise qui travaille avec les données américaines. Donc ça marche aux États-Unis, ça fonctionne, c'est commercialisé. Ça n'existe pas encore en Europe parce que la question justement de la reproductibilité se pose sur les chats, en Europe, non pas sur les chats européens, mais sur les chats en Europe. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui ce qui, je dirais, était le premier exemple concret qui fonctionne de médecine prédictive dans le domaine de la santé animale. Deuxième étude prédictive, alors là on est sur une équipe française, hein, une équipe de Bordeaux qui, toujours chez le chat, dans l'insuffisance rénale aiguë, là, cette équipe a pu montrer, là c'est toujours des algorithmes de machine learning, a pu montrer qu'en fait il y a un critère qui permet de savoir si le chat sera toujours vivant à 7 jours, à 30 jours et à 90 jours, c'est
le taux de créatinine à 48 heures. Ça, c'est extrêmement prédictif et il y a un seuil au-dessus duquel on sait que malheureusement, le chat à 7 jours ne sera plus là. Un autre seuil pour les 30 et les 90 jours. Et il y a d'autres critères qui sont un petit peu plus secondaires que vous voyez ici, qui permettent aussi de prédire le décès d'un chat après une insuffisance rénale aiguë. Donc voilà pour tout ce qui est prédictif. Pour tout ce qui est surveillance, on va commencer par AIRD, qui est une très belle solution, là aussi développée en France, développés par des vétos, et on a la chance aujourd'hui de les avoir avec nous, et ils peuvent nous faire non seulement une démonstration, mais nous expliquer, soulever le capot justement de la machine pour nous expliquer tout ce qui est derrière. Et cette solution AIR nous permet aujourd'hui, dans des stabulations de vaches laitières avec des Holstein, parce qu'il faut pouvoir les reconnaître, et on les reconnaît par leur tâche, donc il faut que ça soit les Holstein, c'est plus facile, va permettre en fait de repérer des anomalies dans cette stabulation concernant certaines vaches qui resteraient couchées trop longtemps, qui boiteraient ou qui auraient des symptômes alarmants ou des signes de pathologie. Donc là, je vous conseille aussi l'atelier AIRD qui s'appelle Atelier Suivi d'élevage. François Liévin qui est ici et Quentin Garnier vous expliqueront tout ça. Surveillance, on en a parlé aussi ce matin, même principe. Même si ce n'est pas l'espèce, si ce n'est pas la même espèce, là on est sur les box des chevaux. Surveillance, on est toujours sur de la computer vision, c'est ce qu'on vous a présenté ce matin. Là on est sur Novostable et on prend de l'image, l'intelligence artificielle la traite et permet de voir si le comportement est en ligne avec le comportement habituel du cheval. Ça sert pour tout ce qui est colique, on l'a vu, et pour le poulinage. Une intervention demain de Julien Cornouillet qui va nous expliquer tout ça. Et je vous propose d'attendre toutes ces explications. Analyse des sons, là aussi, on aura la chance d'avoir un peu plus d'explications, et c'est Jean-Bernard Hérin qui est ici même, qui interviendra demain. Là, on a un outil qui, là aussi, est utile, utilisable et utilisé en médecine porcine et qui permet, avec l'analyse des sons, l'enregistrement des sons, la capture des sons et l'analyse des sons, de voir, de repérer si l'apparition de symptômes de toux et d'en savoir un petit peu plus. Réponse demain avec l'intervention de Jean-Bernard. Donc voilà pour tout ce qui est analyse des sons et analyse d'images. Et on en vient à des choses peut-être un tout petit peu plus simples, mais avec des algorithmes qui sont aujourd'hui aussi présentés dans les ateliers. J'ai pris l'exemple d'Animo, qui est en fait un tracker qui permet en fait d'enregistrer l'activité, je dirais, classique, habituelle d'un chien et d'alerter le propriétaire dès que ça se détraque, dès qu'il y a des choses qui sont un peu anormales dans le comportement. Pareil, un atelier solution connectée. Alors, la vraie question, et on le voit beaucoup en médecine, avec l'émergence de toutes ces solutions, y a-t-il encore une place pour nous, vétérinaires? Est-ce que le vétérinaire va être remplacé? Je vous ai mis un article qui est très intéressant et qui fait la synthèse en fait d'une étude qui a été faite rétrospectivement où on a comparé en fait les résultats obtenus par la machine et avec plusieurs systèmes d'interprétation de radio et les résultats obtenus par 13 radiologues bordés, donc ce qu'il y a de mieux dans la radiologie vétérinaire. Et en fait, les résultats sont équivalents à une exception près, c'est que la machine, sur les exemples qu'on leur a confiés, qu'on leur a demandé d'analyser, la machine a mieux détecté un mégaœsophage chez un chien.
Voilà, c'est tout. Mais donc aujourd'hui, sur cet exemple-là, on peut dire que les vétos gardent la main face à l'intelligence artificielle. Et je reprendrai ce qu'on dit maintenant un petit peu partout et ce qui a déjà été dit. L'intelligence artificielle, ce n'est qu'un outil supplémentaire qui est à la disposition et qui va aider le vétérinaire à prendre toutes les décisions nécessaires pour améliorer la santé des animaux. Ce n'est qu'un outil. Et si on veut répondre dans le match intelligence artificielle veto, qui va gagner, pour moi, c'est le veto avec l'intelligence artificielle qui, de loin, vont gagner la partie. Je crois que, sans revenir à Mathusalem ou à la préhistoire, quand la radio est arrivée, la radio ne fait pas le diagnostic, hein, mais un veto avec une bonne radio, c'est mieux qu'un veto sans radio. Enfin, c'est un peu basique ce que je vous dis, mais on en est un petit peu là. Et le veto gardera la décision finale. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a une autre analogie qu'on fait assez facilement, mais qui est assez marquante. Dans tous les avions, il y a un pilote automatique. Faut pas rêver. 90% du temps, il y a du pilote automatique. J'accélère, j'ai terminé. In fine, quand il y a un problème, c'est le pilote qui prend la main. Donc voilà. Qui va gagner le veto avec l'intelligence artificielle? En conclusion, Monsieur Gothéo, je conclus. Il y a des solutions utiles, j'espère que je vous en ai montré quelques-unes. Il y en avait 12, mais il y en a plein d'autres dans d'autres domaines. Elles sont utilisables et utilisées. Leur fiabilité, pour le savoir, il faut regarder la qualité des données, qui a publié, dans quel journal, est-ce qu'elles ont été validées, est-ce qu'il y a une sensibilité, une spécificité, quelle publication, et puis, meilleur moyen aussi, qui vous l'a recommandé, est-ce quelqu'un de fiable, et puis demander une démonstration et un essai. Je vous ai sensibilisé aux problèmes de reproductibilité et d'extrapolation. Donc je crois qu'aujourd'hui, les vétos, notre rôle, c'est de contribuer à l'émergence d'une intelligence artificielle en santé animale qui soit éthique, qui soit fiable et qui soit sûre. Seuls les vétos peuvent faire ça parce que seuls les vétos peuvent, je dirais, garantir la qualité des données qui sont entrées dans les machines. Seuls les vétos peuvent entraîner ces machines. Donc l'IA ne remplacera pas les vétérinaires, mais les vétos qui sauront s'en servir à bon escient prendront un avantage sur l'autre. Comme pour tout, pas d'excès, hein, plein de bon sens. Ne soyons pas sceptiques de façon systématique, mais pas non plus d'enthousiasme aveugle. Et sur ce, je vous remercie. Si ça vous intéresse, j'ai un blog qui s'appelle Connected Vet où je publie plein de choses sur l'intelligence artificielle. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle étude, je la publie. Je vous remercie.